La veste de costume est un vêtement qui, en histoire de la mode, a très peu évolué. C'est un des vêtements les plus stables de l'histoire de la mode, si ce n'est le plus stable encore aujourd'hui. Et ce vêtement a très peu évolué parce qu'il donne de l'allure et de l'autorité. C'est un vêtement bien sûr d'origine militaire, mais il donne de l'allure et de l'autorité. Pourquoi ? Parce que pour le cerveau humain, l'allure et l'autorité chez le mâle, c'était la carrure en V. Bon là je parle dans nos ancêtres à l'ère glaciaire et dans la savane, parce que la carrure en V, c'était le bon chasseur. Il pouvait ramener tant de mammouths par jour, et donc il fallait écouter ce qu'il disait. Laissez-moi vous dire qu'on m'avait prévenu que j'aurais à parler à un public nombreux et compétent, un public alors massif, m'a-t-on dit. On ne m'avait pas dit que je parlerai après Monsieur Idriss Aberkane, ce qui est probablement la chose la plus difficile qui soit. Je dois vous dire que c'est en toute innocence que ce matin j'ai enfilé un veston et je vous... J'ai simplement cherché à être le plus mignon possible. Je vois que vous êtes un public alors massif. Quelle bonne idée quand même d'avoir décidé de célébrer le printemps par un éloge de la métamorphose. On ne pouvait pas en attendre moins de vous, puisque vous vous consacrez précisément à amener les hommes, les femmes, vos clients, à telle ou telle métamorphose qui les libérera de toutes les peurs, de toutes les illusions qui peuvent les paralyser ou les rendre malhabiles à affronter les chances et les risques de leur propre vie. C'est peut-être ça, en gros, la définition de vos métiers, je pense. Et donc, c'est avec grand plaisir que je viens devant vous ce matin. Vous m'avez invité à élargir le plus possible les perspectives et tenter d'identifier quelques-unes des métamorphoses en cours dans le monde. Alors, très simplement, il y en a de deux catégories. Il y a celles qui s'imposent à nous et il y a celles que nous choisirons de provoquer pour, comme vous l'avez dit si bien, essayer de cheminer vers une nouvelle humanité. Je vais essayer de vous en parler, mais avant de le faire, je vous dois un mot d'explication. Pourquoi ai-je pu oser parler sur un sujet pareil alors qu'on me prête plutôt un intérêt pour les affaires d'argent ? Je suis navré de vous avoir amené à vous retenir comme par un complexe. Vous n'avez pas voulu user le mot « emprunter les chemins d'humanité » parce que vous n'étiez pas sûr de pouvoir me les rendre. Mais j'ai osé ça tout simplement parce que je viens de passer plusieurs années avec un groupe de 25 chercheurs, eux, de haut niveau, pour précisément essayer de décrypter ce que pourrait être, le monde de nos enfants ou petits-enfants 2050. Nous n'étions pas des marchands d'horoscopes, ni même des futuroscopes, ni même des collapsologues. Je vous signale que c'est un petit métier qui est en train de se développer rapidement. Et pour ceux d'entre vous que j'aurais un peu trop malmené intellectuellement, je vous signale qu'il y a en ce moment à la Villette un congrès, un salon du survivalisme. Voilà, en sortant d'ici, peut-être, vous pourrez aller y jeter un coup d'œil. Non, nous avons donc essayé simplement d'identifier les tendances lourdes
dans le monde que nous vivons, dont les conflits, dont les rencontres, dont les mélanges, finalement structureront ce que sera 2050. Et je me suis dit que ces tendances lourdes, on les appelle savamment des hypertendances dans un petit bouquin que je vois là, sont autant de métamorphoses et de métamorphoses auxquelles nous ne serions échappés. Alors, en voici les principales. Soyez patients, il y en a 7, mais je vais aller vite. La première, et peut-être pourrait-on dire qu'elle les résume, ou en tout cas qu'elle les commande toutes, c'est la démographie. La démographie est la science humaine qui probablement ment le moins. Que nous dit-elle ? Eh bien qu'une progression démographique qui se poursuit aujourd'hui, même à un rythme ralenti par rapport à celui d'il y a quelques années, va transformer notre planète en un lieu de confrontation. Pas nécessairement violente, mais de confrontation tout de même entre un continent de la jeunesse et de la pauvreté, l'Afrique, et un monde vieillissant et déjà en certains endroits un monde de vieux. Alors, je ne vais pas vous donner trop de chiffres, mais vous pourriez peut-être retenir cela. La population de l'Afrique va doubler au cours des 35 prochaines années. Elle est de 1,2 milliard, elle sera de 2,5 milliards en 2050. Et la démographie nous permet de regarder plus loin. En 2100, il y aura 4,4 milliards d'Africains, et pendant ce temps-là, l'Europe aura vieilli et aura décliné dans sa population. D'ici 2100, le monde aura perdu 90 millions d'habitants, une France et demie. Voilà, on peut dire, je crois, qu'une grande partie de l'avenir de l'humanité se jouera dans cette métamorphose-là, dans ce face-à-face Afrique-Europe, Afrique-monde. Deuxième métamorphose, une formidable percée des économies émergentes. Nous assistons à un glissement tectonique de la puissance économique de l'ouest vers l'est, du nord vers le sud. Vous le savez, le monde finalement est conduit, vaille que vaille, par ceux qui détiennent la puissance économique, d'où la création par Giscard dans les années 70, au sommet de Rambouillet, du G5, devenu G7, aujourd'hui G20. Mais c'est toujours l'idée du monde gouverné par ceux qui sont économiquement puissants. Eh bien, le glissement actuel inverse l'ordre établi et affecte principalement l'Europe. Les pays européens seront marginalisés s'ils ne s'unissent pas. Je vous donne un exemple, la France. Aujourd'hui, elle est là au G5, G7, G20 et on en est assez content, on peut y dire ce que nous pensons de l'avenir du monde. En 2050, elle ne sera plus la 6e puissance économique du monde, elle sera la 14e. L'équivalent de ce qu'est aujourd'hui la Thaïlande. Mais qui se soucie de ce que pensent les Thaïs de l'avenir du monde? Nous ne compterons que si nous nous unissons.